17 millions d'euros. C'est le revenu estimé de MAPPA ces 4 dernières années. Faut dire qu'ils enchaînent les succès, Jujutsu Kaisen, SNK, Vinland Saga et bien sûr Chainsaw Man. Un carton. Et malgré ça, il n'y aura pas de saison 2. La suite se fera au cinéma, 6 à 8 films sur plusieurs années, je comprends pas. Ça semble plus intéressant de faire un animé, non? Chainsaw Man était un pari risqué, MAPPA est parti en solo, ils ont acheté la licence, payé l'intégralité de la prod en espérant récupérer de gros gains. Ce qui a été le cas, mais pas autant qu'espéré. Selon le PDG, c'est un problème de ciblage, donc il se repositionne pour toucher un nouveau public. Honnêtement, j'aurais aimé que notre série atteigne le segment des clients qui payent pour des Blu-ray. Nous allons donc chercher un nouveau public cible qui rentabilisera la licence Chainsaw Man. T'as rien compris? Bah c'est normal, le fonctionnement de cette industrie est opaque pour les néophytes. Laisse-moi donc t'expliquer ces secrets bien gardés pour te faire cracher ton fric. On va commencer par débunker une idée reçue, l'importance des DVD et Blu-ray. 400 millions d'euros en 2021, avec un bénéfice net élevé pour les studios, c'est un marché qui fait rêver, mais que tu n'as pas compris. Tiens, d'après toi, qui s'est le mieux vendu ces dernières années? Demon Slayer? Ah non, Jujutsu Kaisen. Uma Musume, des femmes cheval qui font la course. À son lancement, le premier Blu-ray de la saison 2 s'est écoulé à plus de 110 000 exemplaires, 4 fois plus que Jujutsu Kaisen. Et les suivants ont fait encore mieux, 750 000 copies en moins d'un an, avec un revenu estimé à 50 millions d'euros, le double du précédent record détenu par K-On! Toujours pas un gros shonen à la mode, même si on parle d'un pilier de la décennie précédente. Ce succès, qui paraît improbable, est pourtant facile à expliquer. Les Blu-ray d'Uma Musume contenaient des codes pour débloquer des bonus sur un jeu mobile. Et c'est en fait le public cible parfait, prêt à dépenser beaucoup d'argent pour leur passion. Et des publics cibles, il y en a plein d'autres, comme les amateurs d'animés érotiques qui veulent des versions non censurées ou des spectateurs plus âgés. Ce n'est pas pour rien que parmi les licences les plus vendues, on a Gundam, 417 millions, Sailor Moon, 546 millions et Evangelion, 848 millions en bientôt 30 ans d'existence. Chainsaw Man, lui, s'est un peu planté. Ils ont offert des billets pour rencontrer les comédiens, ce qui n'a pas vraiment réussi à séduire le public, car 1700 Blu-ray ont été vendus en magasin, 8000 en ligne selon les estimations, bref, moitié moins que ce qu'ils espéraient, mais c'est pas déconnant non plus. La moyenne tourne autour de 7000 Blu-ray par saison, insuffisant pour se rentabiliser. D'autant plus que ça cache deux sombres réalités. Déjà une grande disparité, moins de 10% des œuvres toucheraient 90% des revenus, et surtout la mort des DVD et Blu-ray en chute libre depuis 2005. Ah, je suis sûr que c'est de la faute de ces pirates. Si vous n'étiez pas autant allé sur des sites illégaux, on n'en serait pas là. J'ai vu une étude sur la Chine qui montrait que les studios perdaient 64% de leurs bénéfices à cause d'eux. C'est plutôt la censure d'État qui est en cause ici. On préfère souvent les versions pirates aux versions officielles tronquées. Étonnant, hein? L'impact du piratage sur l'animation est difficile à mesurer. En 2013, la Commission européenne diligente une grande enquête qui conclut qu'il n'avait aucun effet. D'autres affirment qu'il stimulerait même les ventes grâce aux bouche à oreille. Mais alors, c'est un manque de popularité? Les animés vont mourir? C'est juste une évolution du marché et ce n'est pas la première. À l'époque de nos darons, les revenus étaient divisés entre les publicités, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a financé Doraemon, Détective Conan ou même One Piece, et l'exportation de licences, avec le Club Dorothée tu connais. Sauf que courant 90, les occidentaux passent des lois anti-animés, et dans le même temps, les recettes publicitaires diminuent. Les œuvres fleuves monopolisent les meilleures tranches horaires, les petits peinent à percer, donc pour gonfler les revenus, ils vont ajouter des placements de produits, en plus de se tourner vers la vente de DVD. Courant 2000, les ventes explosent et le nombre d'animés aussi, l'industrie grossit à vitesse grand V. Et c'est pareil aujourd'hui, 17 milliards d'euros en 2022 avec des prévisions à 28 milliards d'ici la fin de la décennie. Attends, je comprends plus rien. Et si les DVD et les Blu-ray sont en chute libre, comment ils gagnent de l'argent? Ah si, je sais, le streaming. Prime, Netflix ou Crunchyroll, c'est devenu notre principale façon de consommer des animés, légalement. Hein. Les chiffres sont pas hyper clairs, 5 milliards de revenus selon certaines sources, seulement 1 pour d'autres. On est sûr d'une chose, ça ne rapporte pas tant que ça aux créateurs. En 2018, Crunchyroll a dépensé 100 millions pour 1100 licences. Licences qui sont réparties selon leur succès. Les gros animés de saison, c'est entre 250 000 et 400 000 euros par épisode, 70 000 pour une production moyenne et seulement 1000 pour une petite série. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Il y a 15 ans de ça, les plateformes de streaming dépensaient rarement plus de 500 euros par épisode. Et pour les droits en DVD, 10 000 euros pour le cultissime Evangelion. Heureusement, ça s'est amélioré. Pour la première fois en 2020, les animés ont généré plus de revenus à l'international qu'au Japon. Les raisons sont tout autres, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les studios, on va en reparler. Pour eux, ce qui rapporte le plus aujourd'hui, même si c'est risqué, ça reste le cinéma. Les salles obscures japonaises se portent bien, 400 millions d'euros en 2021, portés par le succès de Jujutsu Kaisen 0,
Evangelion et même Détective Conan. Puis 452 millions l'année suivante grâce à One Piece Red, The First Slam Dunk et encore Détective Conan. Et là on parle du box-office domestique au Japon, parce que si tu prends l'international sur le long terme, certains films multiplient leurs revenus par 2, voire encore plus. Le record of all time, c'est Demon Slayer, le train de l'infini, avec 501 millions de revenus, sans compter les DVD, 1,3 million de copies vendues en seulement 5 jours, soit 10 fois plus qu'Umamusume, rien que ça. Ça reste moins cher à l'unité, donc seulement 60 millions d'euros en estimé. Ce seul film aura donc rapporté pas loin de 600 millions, c'est énorme, puisqu'à la même époque, l'intégralité de la franchise de Demon Slayer n'avait rapporté que 2,1 milliards. Ah ok, d'accord, je comprends mieux le choix de Mappa maintenant. Attends, parce qu'on n'a pas évoqué le plus important, les coûts de production. Jusqu'ici, on a parlé de revenus, sauf que si pour gagner 15 millions t'en dépenses 150, bah t'es pas rentable. Et là-dessus, Demon Slayer s'en est très bien tiré. 3000% de retour d'investissement. D'autant plus que le film avait un budget pharaonique pour un film d'animation japonais. En vrai, on manque de stats précises, un coût estimé à 5 millions d'euros pour les Conan, sans doute moins pour les plus petits studios. Et c'est plus ou moins cher qu'une série? Là encore, on a peu de données, on entend parler de 80 000 par épisode pour Demon Slayer, 90 000 pour One Piece, un leak interne d'un animé de 2007, Bamboo Blade, détaillant les coûts de production par corps de métier, table plutôt sur 100 000. Un montant raisonnable, confirmé par des vétérans de l'industrie. Sauf que si on se fie à la parole du producteur de Shirobako, un animé qui parle de création d'animé, ce serait autour de 160 000 euros. Et il n'est pas le seul à le dire. Le record serait détenu par Ghost in the Shell, 270 000 euros. Vraiment exceptionnel et très faible en fait. À la même époque, South Park tournait entre 500 000 et 1 million par épisode. Donc plutôt 80 000 ou 200 000 pour un animé japonais? Et bah les deux en fait. Certains mettent juste plus sur la table et d'autres moins. Mais ça te donne quand même une fourchette entre 1 et 2 millions pour une saison complète, à laquelle il faut ajouter les comédiens, le marketing, la diffusion, l'impression de DVD, l'acheminement, tout ça. Ce qui fait que selon beaucoup d'acteurs du milieu, la majorité des animés ne sont pas rentables. Et ce n'est pas grave car ils n'ont pas du tout vocation à l'être, ou tout du moins pas de cette façon. Est-ce que t'as déjà entendu parler des comités de production? On disait que fin 90, les pubs rapportaient moins, forçant les créateurs à se tourner vers les DVD pour se financer. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a une autre mutation importante. En très gros résumé, avant un producteur sortait le pognon. Par exemple, derrière le cultissime Cowboy Bebop, il y a Bandai Namco qui espérait vendre des jouets. Tous les risques reposaient donc sur une seule et unique boîte, souvent frileuse à l'idée d'encaisser un méchant flop. On va donc créer des comités de production, un rassemblement de plusieurs sociétés dirigées par une grosse boîte. Chacun investit selon ses moyens une partie du budget, en sachant qu'ils ne vont pas récupérer grand chose sur l'animé lui-même. Pourquoi ils mettent des billes dans un projet en sachant qu'il va même pas être rentable? Prenons les labels de musique. Eux, leur but c'est de toucher des droits d'auteur, de vendre des CD. Le single de l'opening 13 de Black Clover a généré à lui seul 12 millions d'euros et c'est loin d'être le seul. En 2021, les OST d'animé, c'est 200 millions sur les ventes physiques. Côté internet, l'opening 2 de Beastars a longtemps dominé avec 341 millions de vues avant d'être battu par celui d'Oshinoko, du même groupe, à 461 millions. Vous l'aurez compris, les openings d'animé, ça peut vraiment créer des carrières dans la musique. Autre acteur majeur, les chaînes de télé qui récupèrent une grosse partie de l'argent des pubs. Et il peut même parfois y avoir des régions ou même l'État japonais qui investit, espérant ainsi stimuler le tourisme ou améliorer leur image à l'étranger. Mais le plus important, souvent à l'initiative, ça reste l'éditeur. On l'a déjà dit et répété, un animé sert majoritairement à promouvoir le manga, light novel ou le jeu vidéo dont il est adapté. Donc oui, les animés sont des grosses pubs. La question qui se pose alors pour savoir s'il est rentable, c'est est-ce que le support d'origine s'est assez vendu ? Prenons le cas d'Oshinoko qui a été le phénomène de 2023. Le manga était déjà populaire avec 5 millions de ventes en 11 tomes. Mais avec la sortie de l'animé, il a littéralement explosé les étoiles. 15 millions de copies. Et le constat est partagé par de nombreux mangas. Ça c'est la courbe de l'attaque des titans, ça c'est celle de Seven Deadly Sins, et là on voit One Punch Man. Mais le meilleur exemple reste quand même Demon Slayer, encore. 4,5 millions de tomes en circulation avant la série télé, 16 millions après. En 2019, l'animé était rentable tout seul. 9,7 millions de profits estimés, mais le grand gagnant c'est le manga, 75 millions. Et l'année suivante, le film sort, carton au box-office, mais surtout 250 millions d'euros en un an pour le format papier. Depuis 2021, il détient le record de rentabilité par tome. Alors que le manga est terminé, ce qui freine souvent la hype et entraîne l'arrêt de l'adaptation, puisqu'il n'y a plus rien à promouvoir. C'est arrivé à Maggie's The Labyrinth of Magic, super démarrage, très populaire, puis les ventes ralentissent et stagnent. Le manga original s'arrête, et donc conclusion, jamais de saison 3. Ou encore pire, il y a le cas
de The Promised Neverland, un véritable massacre dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Mais Demon Slayer, ça génère encore beaucoup de pognon, donc pourquoi s'arrêter? Une logique qui fonctionne pour toutes les adaptations. Tu peux ainsi prédire s'il y aura ou non une suite. Tiens, je prends le pari, Frieren aura une saison 2. Les ventes de Blu-ray ont pas l'air terribles, c'est en dessous de la moyenne. Et donc là, je sais que tu ne m'as pas écouté, car la seule vraie question c'est, est-ce que le support d'origine s'est assez bien vendu? Sur le seul mois de 2024, plus de 2 millions de tomes auraient été écoulés, presque autant que Jujutsu Kaisen. Ajoute à ça que l'opening a tapé les tops au Japon, encore YOASOBI, décidément. Mais est-ce que c'est suffisant pour rentabiliser l'animé? Il va falloir patienter un peu pour avoir tous les chiffres, mais il y a quand même de bonnes chances. Surtout que c'est géré par un gros comité qui a l'habitude de faire des séries longues et donc qui n'aura pas peur de renouveler. Donc, faut se focus sur les supports originaux. Ok, donc le manga le plus vendu, c'est forcément l'animé le plus rentable. One Piece et Dragon Ball, l'adaptation est gérée par la Toei, profit record depuis quelques années, bien boosté par les films. Les affaires se portent bien aussi du côté du manga. 516 millions pour le premier, 300 millions pour le second. Donc, aucune raison de s'arrêter. Et si je me fie à ces chiffres, One Piece est de loin l'animé le plus rentable. C'est vrai sur le sol japonais, il domine, mais à l'international ce n'est pas le cas. Si on prend les estimations de revenus générés depuis leur création, One Piece serait pas loin des 20 milliards d'euros, donc plus de la moitié grâce au manga. Dragon Ball quant à lui serait à 23 milliards, mais la différence entre les deux, ce sont les jeux vidéo. Ça brasse tant que ça? Attends, je me souviens qu'on a parlé d'Uma Musume tout à l'heure, je regarde... Attends quoi, 2 milliards d'euros au Japon? Mais quoi? Eh oui, les jeux vidéo aujourd'hui, surtout sur mobile avec les microtransactions, ça rapporte la masse de fric. Et beaucoup financent leur propre animé. Genshin Impact se sont offerts les services du Futable, connus pour Demon Slayer. Et Fate, ils ont fait Fate, 6 milliards pour leur gacha en 2023. Le jeu vidéo porte aujourd'hui des franchises, et sur ce point, One Piece est catastrophique, d'autant plus comparé aux deux autres rois du secteur, Evangelion et Ken le Survivant. Attends, ils ont des jeux? J'en ai jamais vu, c'est sur PC? On parle ici de bornes d'arcade et de pachinko, des sortes de machines à sous pour faire simple. Uniquement disponibles au Japon, ça représente entre 11 et 17 milliards. Les machines à sous Ken le Survivant ont généré 15 fois plus de revenus que le manga originel, qui stagne à 1,2 milliard. Bon, on reste bien loin des profits générés par Dragon Ball, dont l'origine de revenus est bien plus variée. Animé, film, manga, jeux vidéo, mais aussi le plus important pour rentabiliser un animé et pesant pour 60% des revenus de l'industrie, les produits dérivés. Vous avez sûrement déjà vu ces images, des immeubles entiers remplis de kilomètres de rayonnage sur plusieurs étages contenant des figurines et goodies en tout genre. Depuis Astro Boy dans les années 60, chaque animé a son merchandising. Parmi les champions, on a les Magical Girl, Cardcaptor Sakura, Precure, Doremi et bien sûr Sailor Moon. Tout le monde y trouve son compte, des tenues complètes et accessoires pour les petites filles, des figurines suggestives pour les plus dégénérés, mais ce n'est pas ça qui rapporte le plus, car devant, il y a... Les cartes, 11 milliards de dollars imprimés pour Yu-Gi-Oh en plus de 20 ans, et sans parler des goodies. Mais ça chauve encore, c'est pas grand chose parce que il y a aussi les mechas. Gundam traverse les générations et emmagasine des milliards et des milliards de yens grâce au Gunpla, des figurines de robots géants à assembler soi-même. Pour l'éditeur, c'est un sacré filon, 250 millions chaque année. Le double si t'ajoutes les autres produits dérivés. Et ne me dis pas non mais c'est de la merde en plastique parce que t'as les mêmes sur ton étagère. Alors c'est des Warhammer, c'est très différent de tes vieux trucs de puant là. Puis de toute façon, Gundam comme Yu-Gi-Oh sont très loin d'égaler les vrais mastodontes du merchandising. On va encore parler de Demon Slayer? J'ai vu plus de 100 000 produits achetés sur eBay en 2019. Cela dit, c'est récent, donc Dragon Ball? C'est ridicule comparé aux deux qui tiennent le haut du classement. Déjà, la 6ème licence la plus rentable du monde, Anpanman. Un manga pour enfants sorti en 73 avec un plot simple. Un super-héros pâtisserie qui vient en aide aux habitants de sa ville, déjouant régulièrement les plans d'un vilain virus alien. 40 ans de publication, 1600 épisodes, 34 films, bientôt 35, une quinzaine de jeux vidéo et 60 milliards en produits dérivés, presque le double de Star Wars, et le tout sans sortir du Japon. Et c'est même pas le champion. Devant, on retrouve Hello Kitty. Là, pour le coup, ce sont juste des jouets qui ont été adaptés en animé puis en jeu vidéo. Plus de 60 en 30 ans, ça a été diffusé dans le monde entier et ça a plu 80 milliards en merchandising depuis sa création. 16 fois plus que Dragon Ball. C'est le record absolu du Japon. Bonjour, ici Pokémon Trash. Nous nous apprêtons à vous dévoiler l'imposture de Chauve Burlesque. Pardon? Hello Kitty n'est pas l'animé le plus rentable, pas plus que Dragon Ball, Demon Slayer, Evangelion ou tous ceux qui ont été cités. Depuis le début, on vous ment. La licence qui domine toutes les autres, c'est la nôtre, c'est Pokémon. Si on reprend l'infographie utilisée plus tôt, on est aux alentours des 90 milliards d'euros, dont 60 pour les produits dérivés. Sauf que ça n'intègre pas les derniers résultats financiers. 11 milliards en merchandising
rien que pour 2022. Si on se dit que c'est relativement proche de 2021 et 2023, on dépasse les 80 milliards. Auquel faut ajouter les cartes à jouer, 2022 ayant battu tous les records selon The Pokémon Company. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais ça a dû imprimer de la thune. J'aime la thune. Reste les jeux vidéo, 27 milliards et plein de petites sommes générées ici et là. Manga, films, animés, avions, oui ça existe. De quoi facilement franchir les 110 milliards en bientôt 30 ans. Et tout ça, tout ce pognon, c'est pas une bonne chose. Pokémon s'est renfermé dans un cycle constant de recherche du profit. Ça a causé une baisse de qualité dramatique depuis plus de 10 ans, pas aidé par Game Freak qui ont envie de passer à autre chose. Délai trop court et manque de personnel, voilà comment on est arrivé à des jeux toujours moins bons. Et encore, ça va, Game Freak touche une partie des revenus de Pokémon. Ça, c'est pas le cas de la grande majorité des studios japonais. La précarité dans laquelle vivent les créateurs d'animés, qui risque de conduire à une grave crise dans les années à venir, c'est ça le plus gros mensonge que Manga Trash a essayé de vous cacher. Oh non mais vous faites chier, je voulais pas l'évoquer devant Maxou, il est encore trop jeune pour ça. Quoi? Non mais alors là, c'est pas vrai. C'est le secret le plus sombre de l'animation japonaise. Tout ce dont on vient de parler, les mangas, les goodies, les jeux vidéo, les studios ne touchent rien dessus. Seuls les différents acteurs de comité de production s'enrichissent. C'est logique, ils ont investi, pris le risque d'avoir un animé qui se plante et de tout perdre, donc si ça gagne beaucoup, c'est eux qui récupèrent. Ça assure un modèle stable où les financeurs n'ont pas peur de subir 8 échecs pour une réussite. Et puis, les studios n'ont qu'à faire comme Mappa pour Chainsaw Man, se passer du comité pour produire l'adaptation eux-mêmes, et ainsi récupérer tout le bénéfice. D'autres gros studios le font d'ailleurs, hein. Mieux, produire des animés 100% originaux. Comme ça, ils ont absolument le contrôle sur tout et s'évitent le paiement des droits d'auteur. On n'a jamais la garantie de réussir. Si on se rate, c'est la banqueroute. Si ça prend, on encaisse, mais sur le long terme. Il semblerait qu'il faille au moins 1 voire 2 ans pour rentrer dans ses frais et commencer à faire des bénéfices. Donc sans fonds de réserve solide, c'est impossible. Or, le système actuel rend ça très difficile. Les studios n'ont pour survivre que le budget alloué par le comité de production, souvent intégralement dépensé. Résultat, entre 2016 et 2020, leur nombre a chuté. On est passé de 361 studios à 278, et beaucoup restent sur la sellette. 37% sont dans le rouge, 77% ont des pertes régulières, bref, seuls les plus gros s'en sortent et enregistrent des bénéfices records. Parce qu'ils gèrent bien leur budget? Bien sûr que non, parce qu'ils font des économies sur leur personnel. Madhouse a ainsi été épinglé en 2014, 400 heures de travail par mois en moyenne, jusqu'à parfois même 37 consécutives. L'un des animateurs a dépassé les 600 et ça a mal fini, mais bon, ça les a pas arrêtés. Nouveau scandale en 2019, blablabla. Seulement, ce n'est pas un cas isolé. En 2022, la Toei s'est fait attraper, et puis même Mappa. Surcharge constante des équipes, deadline impossible à tenir, nombreux sont ceux à avoir claqué la porte, certains ayant fait part de leur détresse sur les réseaux. Fin 2023, la NAFCA a mené une grande enquête dans les studios japonais. 77% des animateurs triment plus de 8 heures par jour, 25% le font plus de 10 heures. Le tout évidemment en étant très mal payé. On parle quand même de 9000 € annuels pour un débutant. Mais bon, ça finit par monter, 17 700 € au bout de 10 ans, soit en dessous du seuil de pauvreté au Japon qui est de 18 000. Selon Kotaku, les employés de fast-food sont mieux traités que ceux de l'animation. Et comme souvent, plusieurs études pointent du doigt que la situation est encore pire pour les femmes, confinées aux travaux les plus durs avec le moins de perspectives d'évolution. Ça a rendu ces métiers très peu attractifs, seuls quelques passionnés restent en se résignant à ne sûrement jamais pouvoir fonder une famille. Le personnel disponible diminue, forçant les studios à recruter des freelances payés au lance-pierre, des salaires inférieurs à 300 € par mois pour les plus précaires. J'ai lu l'autre jour que l'arrivée des plateformes de streaming occidentales avait fait évoluer le système et que ça allait mieux quoi. Dans les studios qui collaborent avec le géant américain, les artistes témoignent de mauvais traitements, sur Pluto produit par M2 comme sur Yasuke chez Mappa, encore eux, avec des rémunérations 4 fois inférieures au minimum acceptable. Les plus expérimentés sont les mieux lotis, surtout les talents venus de l'étranger, sauf que selon le rapport, ce sont vraiment des exceptions. Beaucoup de comités préfèrent réduire les coûts en sous-traitant à des petits studios en Chine ou encore en Corée, avec comme conséquence beaucoup de corrections à faire au Japon, augmentant le nombre d'heures supplémentaires des plus vétérans. Les problèmes de santé se multiplient, notamment les burn-out. Selon la NAFCA, il y a urgence, il faut augmenter les budgets alloués aux studios en leur donnant une part conséquente des profits, revaloriser les salaires, améliorer les conditions de travail pour stopper le management toxique. Sans quoi l'animation japonaise finira par disparaître, faute de personnel formé. Et on ne parle pas d'une réalité qui viendra d'ici 50 ans, les effets se font déjà sentir aujourd'hui. Quand vous lisez innocemment sur Crunchyroll, cet animé a été interrompu à cause de la pandémie, vous pouvez en fait comprendre, on manque de bras, notre personnel est à bout et on est obligé de ralentir le rythme. Alors oui, ça finira par sortir, les Blu-ray corrigeront les ratés, les fans se jetteront sur le manga et les produits dérivés, l'animé sera certes rentable, mais à quel prix ?